bonjour. Merci beaucoup pour les organisateurs et pour vous tous de m'accueillir ici. Donc, comme on vous l'a dit, je m'occupe du service de réanimation à Gustave Roussy. Faut pas avoir peur, hein. C'est un gros centre. Mais justement, on est peut-être la caricature d'un certain nombre de choses sur lesquelles il y a plein de progrès à faire. Donc je suis chef du service de réa, je suis aussi président du comité d'éthique. Et vous allez voir, je pense, ou percevoir à travers le topo que, en fait, mon positionnement et celui qu'on a essayé de faire passer à travers ce référentiel, hein, pas seulement moi, bien sûr, est pas tellement celui d'un réanimateur, mais celui moi, je conçois un peu la réanimation comme un soin de support, somme toute. Évidemment un peu particulier, mais comme devant s'intégrer dans le parcours de soins global d'un patient, comme étant une possibilité, parfois, et bien sûr pas toujours. Et on va essayer de décliner ça, et vous allez voir que ce qu'on a essayé de... Alors les membres du groupe de travail, effectivement, sont nombreux, hein. La coordination a été assurée par Gisèle Schwetzhoff, que vous connaissez tous et qui travaille à Lyon. Et puis on a, avec Alexis Burneau de Curie et moi-même, c'est nous qui avons présenté le travail final à l'AFSOS, au J2R à Nantes, en décembre dernier. Et donc vous allez voir, bon, ça c'est le sommaire, c'est un peu compliqué, on va pas détailler ça tout de suite, on va le faire au fil de l'eau, qu'on a voulu évidemment parler du passage du malade en réanimation, du moment où le transfert se fait, mais toujours en gardant un œil et en redéclinant et en martelant le fait que la vérité était plutôt dans l'anticipation et dans la réflexion collégiale en amont, et que finalement le TGV qui arrive à 200 à l'heure dans le mur quand on vient en réanimation à 3h du matin et que c'était pas prévu, c'était pas forcément une bonne chose, et que certes il allait falloir le décliner, hein, c'est l'objet du référentiel, mais qu'il n'y avait pas que ça dans la vie. Alors, évidemment, la problématique, c'est que lorsque la décision de transfert en réanimation se pose, eh bien souvent c'est, par définition, un contexte de détresse vitale. On a souvent peu de temps de réflexion ou de concertation à ce moment-là, sauf si on a fait le boulot en amont, et on va voir que c'est pas forcément souvent le cas. C'est pas toujours les médecins qui connaissent les patients qui sont présents à ce moment-là. On ne connaît pas souvent non plus le niveau d'information et les souhaits du patient et des proches. Et dans ce cas-là, eh bien, on est partagé entre, d'un côté, le souhait d'éviter une perte de chance à un patient qui justifierait la réa et qu'on n'identifierait pas ou à qui on la refuserait, et puis de l'autre côté, si on l'admet à tort ou si on persiste à tort, le risque d'obstination déraisonnable. Donc le but du référentiel était de proposer des éléments, un, d'anticipation et de structuration de la décision, et deux, de proposer des éléments de discussion et de communication en amont, et puis évidemment au moment où se pose la question. Et donc in fine, l'objectif fondamental va être de prévenir par l'anticipation et la pluridisciplinarité les prises de décision en contexte d'urgence. Les acteurs de la décision, alors la diapo est un peu complexe, hein, évidemment. Il y en a de 3 ou 4 grands types. Il y a le patient lui-même au cœur de la décision, mais qui lui-même est informé de façon variable, qui a désigné ou pas une personne de confiance, rédigé ou pas des directives anticipées, c'est plus souvent ou pas d'ailleurs, avec des facteurs limitants qui vont être évidemment l'ambivalence, l'angoisse, un certain nombre de choses qu'on connaît tous. L'oncologue lui-même qui connaît le cheminement de son patient et qui va pouvoir évaluer le contexte oncologique global sous l'éclairage spécifique oncologique, mais qui, parfois, j'essaie de le dire avec tact, va avoir une difficulté à renoncer à ces traitements spécifiques, et puis qui ne connaît pas la réa. L'équipe soignante d'oncologie,
Pour moi, le mot soignant, il regroupe tout le monde. Mais là, on a séparé. Hein. Pour moi, c'est médecins et paramédicaux. Mais là, en l'occurrence, c'était pour désigner les paramédicaux qui connaissent encore mieux le patient dans son intimité et son cheminement, qui évaluent mieux, je pense, que l'oncologue, l'état général et l'autonomie avant l'épisode aigu. Et qui peuvent avoir un sentiment de frustration, notamment quand il y a une impression d'obstination déraisonnable. Il y a un autre groupe de personnes ressources, si je puis dire, qui sont la personne de confiance. Lorsqu'elle a été désignée, hein, Gustave Roussy, nous on est champions du monde, on a 8% de désignation de la personne de confiance, donc on a des petits progrès à faire, mais comme il y a l'assertif, on va forcément les faire. On a les proches qui peuvent indiquer, proches autres que la personne de confiance, qui vont également apporter des informations, mais qui peuvent avoir des visions différentes de la personne de confiance ou du patient, qui vont elles-mêmes être porteuses d'une angoisse, d'une culpabilité ou être en désaccord, comme je viens de le dire. Le médecin traitant, alors ça c'est un nez rouge, hein. Le médecin traitant, il est cité partout, il est dans tous les plans cancer, il est encore dans le dernier. Il devrait être une personne ressource majeure, il peut l'être lorsqu'on le consulte, encore faut-il qu'on le consulte. Or, on sait tous qu'il est largement mis de côté dès lors qu'il a passé la main à un centre de lutte contre le cancer ou à un service d'oncologie autre, et qu'on ne se réintéresse à lui le plus souvent quand tout d'un coup il faut remettre le patient à domicile en HAD, en phase terminale, et là tout d'un coup il redevient estimable. L'équipe des soins de support ou soins palliatifs, alors là on a volontairement gardé pour froisser personne, certains tenaient à l'un, certains tenaient à l'autre, et donc on a mis les deux. Ont une connaissance globale de la situation lorsqu'ils sont consultés, vont veiller à la cohérence du projet de soins, peuvent générer du lien entre les acteurs, mais voilà, leur implication est souvent tardive quand ils sont impliqués, et ils n'ont pas forcément tous les éléments du pronostic, ni oncologique, ni de ce que permet la réanimation. Et puis lorsque l'événement aigu survient, eh bien, qui mettons face au patient? Le médecin de garde, qui va essayer d'évaluer la situation clinique aiguë et qui va surtout avoir peur de la perte de chance. Et puis, soit à l'hôpital, le réanimateur, soit en ville, le SMURiste, qui va essayer d'évaluer qui va évaluer la gravité de la situation aiguë et les moyens techniques, mais qui ne connaît pas forcément la situation médicale globale, et qui donc va souvent aller plutôt au-delà de ce qu'il faut faire qu'en deçà. On a essayé d'établir d'abord des définitions parce que tout le monde s'est aperçu très vite que tout le monde ne parlait pas de la même chose, donc on a pris plus ou moins arbitrairement des choix. On a dit que la réanimation, c'était le lieu de la prise en charge invasive, donc avec les techniques maximales d'emblée, la ventilation mécanique, dont la ventilation dite non invasive, hein, dès qu'on l'a subie, on sait que c'est pas si non invasif que ça, les amines vasopressives, l'épuration extra-rénale, etc. Donc ça, c'est la réanimation, et donc ça inclut ce que certains appellent la réanimation d'attente, qui consiste à faire une réanimation maximale pendant un certain nombre de jours et de réévaluer la situation au bout de quelques jours. Et puis on a donné un autre nom à toutes les autres situations moins invasives. Donc on a dit que ça s'appelait de la surveillance continue, des soins continus, des soins intensifs. Ça peut être des équipes communes d'ailleurs, hein, chez nous ça l'est. Mais là, l'idée est de permettre une surveillance rapprochée du patient, des investigations d'ordre interniste, on va dire, médicaux, maximaux, mais sans mise en œuvre de techniques invasives. Donc ça c'est un choix arbitraire, mais au moins qui permettait d'avoir une sémantique un peu cohérente ensuite. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Hein. Les pronostics globalement s'améliorent de décennie en décennie, on va dire. Ça, c'est un certain nombre d'études de patients passés en réanimation porteurs de cancer. On a des taux de mortalité qui sont effroyables dans les années 80-90, qui vont commencer à s'infléchir au milieu des années 90 et qui globalement s'améliorent progressivement grâce d'une part à l'amélioration des pronostics en oncologie, en hématologie, et puis les réanimateurs font aussi peut-être un petit peu mieux qu'ils ne faisaient à une certaine époque. Donc globalement on a moins de réticence, hein. À une époque, quand on disait réanimation et cancer, on était regardé avec des gros yeux.
De nos jours, c'est quand même un petit peu moins le cas. On arrive un petit peu plus à se faire entendre et à faire admettre des patients de cancérologie en réanimation. Encore que ça reste un facteur très très limitant, notamment quand il y a concurrence avec d'autres types de patients et manque de place. Alors si on prend un des cancers qui nous pose le plus de problèmes, il y a deux types de pathologies qui sont vraiment pénibles en réanimation. C'est les hémopathies, sauf quand c'est une induction de leucémie aiguë, et puis c'est le cancer bronchique, c'est probablement celui sur lequel il y a eu le plus d'études spécifiques. On voit que là, là aussi, il y a un certain nombre de progrès qui sont liés premièrement au fait qu'on trie mieux les patients, et puis on peut l'espérer, je pense que c'est plutôt théorique que réel encore actuellement, l'intégration précoce des soins de support. Là, vous savez que la première étude, enfin la première, celle qui a fait le plus de bruit, de Jennifer Temel en 2010, a été faite chez des patients porteurs de cancer bronchique évolué métastatique. Depuis, il y a eu d'autres études qui sont venues étayer le fait qu'il fallait mettre des soins de support de façon précoce dans la prise en charge des patients atteints de cancer, bronchique ou pas. Maintenant, la réalité de ça, en tout cas dans mon hôpital, elle est très très lointaine du vœu pieux de Jennifer Temel, même si pourtant tous les marqueurs étaient au vert dans cette étude et auraient dû inciter à le faire. Et puis il y a des facteurs très brouillants là, et à la limite, le topo que je fais aujourd'hui, il est déjà obsolète, parce que de semaine en semaine ou de mois en mois apparaissent des thérapies nouvelles, et de l'immunothérapie en particulier, qui rebrouillent les cartes. Alors certes, au bénéfice du patient dans un certain nombre de cas, bien entendu, l'immunothérapie ou les thérapies ciblées d'abord, l'immunothérapie maintenant, ça ne fait pas rien, c'est même spectaculaire dans un certain nombre de cas, mais du coup, des situations qui étaient caricaturalement bloquantes pour la réanimation redeviennent et éventuellement réentrouvrent les portes de la réanimation. Mais le bénéfice reste encore à démontrer, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler en ce moment avec Gustavo aussi. Donc le revers de ces progrès, justement, c'est un recours parfois excessif à la réanimation, y compris chez des patients qui sont plutôt en fin de vie, parce qu'on a à nouveau la molécule de phase 1 ou la nouvelle immunothérapie ou le machin à proposer. Et donc l'objectif reste quand même de maîtriser l'agressivité des soins dans les derniers instants de vie, en limitant la chimio de trop. Souvent on nous propose la chimio de plus, et la question est de savoir si c'est pas justement la chimio de trop. Rééviter les hospitalisations en urgence, le recours à l'AREA et le décès en réanimation ou même à l'hôpital. Et d'essayer inversement de favoriser le recours précoce aux équipes de soins de support, la discussion des souhaits et des préférences des patients, le maintien à domicile quand il est souhaité possible, ou le décès à domicile ou en structure de soins palliatifs, là aussi quand il est possible. Et tout ça est éminemment vertueux, c'est démontré, il y a des études. Sauf qu'on sait bien que en matière de soins de support, pour arriver à faire admettre un certain progrès, il faut 10 études, là où en oncologie, chimio rose contre chimio bleu permettent de mettre sur le marché un médicament. Là, on a besoin de beaucoup plus ramer pour faire admettre des choses qui pourtant sont bénéfiques et aux patients, et aux proches, et aux soignants. Voilà, donc dans ce contexte, de nombreuses sociétés savantes recommandent l'intégration précoce des soins de support. Je ne vous apprends rien pour accompagner la transition palliatif-curatif ou curatif-palliatif et adapter l'intensité des soins. Alors, les critères de la décision, je vais les redétailler après. Le but de tout ça, ces critères de la décision, en tout cas, ce qui sera important, c'est de les tracer dans le dossier, de rendre cette traçabilité accessible, ces informations dans le dossier médical, y compris quand c'est possible. Là aussi, vœu pieux pour les acteurs extra-hospitaliers. Il y a des progrès qui se font avec des fiches SAMU, etc., mais c'est compliqué. Il y a des feuilles qui sont prévues maintenant pour assister le transfert d'un patient vers son domicile, des feuilles de résumé plus simples que le résumé de soins, mais le passage de l'info, il est absolument crucial pour qu'il y ait de la pluridisciplinarité et de la concertation. Alors, les critères à la décision. Premièrement, en oncologie, il y a 3 grands types de critères. L'état général.
On ne va pas détailler, mais le performance status, en sachant que, attention, un malade qui arrive en réanimation, quand on arrive avec un OMS 3, c'est rare qu'on reparte avec un OMS 0 de réanimation. En général, on prend un petit coup dans l'aile avec le passage en réa, on ressort beaucoup plus dénutri qu'on y est rentré, sauf quand évidemment on intervient sur quelque chose d'éminemment réversible et qui est la défaillance aiguë est elle-même liée à la néoplasie et on la prend en charge immédiatement comme un SAM ou un Burkitt en phase aiguë ou une TGNS multimétastatique, mais c'est pas le plus fréquent. On sait que le pronostic, le PS est souvent surévalué par l'oncologue par rapport à la réalité. Et puis dans cet état général, eh bien, il y a donc les scores, hein, évidemment, pronopal, performance status, etc. L'état général, tout simplement. Regarder le patient, soulever le drap, regarder la tête qu'il a alors qu'on est en train d'en parler en staff et tout d'un coup on va dans la chambre et ça nous met un coup. Et donc ça c'est la traduction de l'état nutritionnel, nombre de sites métastatiques, les symptômes, et puis il y a des signes biologiques qui peuvent nous aider, les comorbidités à ne pas oublier, qui jouent très très fort évidemment dans le pronostic, hors réanimation mais aussi en réanimation. Le deuxième point qui va être important à détailler, c'est la réversibilité de l'épisode aigu. Évidemment, c'est pas la même chose d'avoir une nécrose tubulaire aiguë après chimiothérapie. Ça, on peut s'en tirer avec pas trop de bobos derrière. Une détresse respiratoire sur un épanchement pleural ou péricardique, c'est pas bien compliqué. Un choc septique sur cathéter, c'est pas bien compliqué. Inversement, une détresse respiratoire aiguë sur lymphangite carcinomateuse, c'est un petit peu plus dur. Le troisième grand point d'aide à la décision en oncologie, le troisième grand critère qu'il va falloir évaluer, évidemment, c'est le pronostic de la maladie sous-jacente, avec la question de savoir comment le malade a répondu aux lignes antérieures de traitement, quelles sont les perspectives thérapeutiques, est-ce qu'il y a des traitements disponibles. En oncologie, il y en a toujours, toujours quelque chose à proposer, mais quels sont surtout les bénéfices attendus de ce quelque chose à proposer, quelle est la chimiosensibilité prévisible. Parfois on voit des chimiothérapies qui sont reproposées, qui ont déjà échoué en première ligne et qui reviennent en cinquième, avec peut-être un petit effet potentiel, mais la question véritablement se pose, et puis les effets secondaires de ce à quoi on va exposer le patient. En sachant, on a mis un petit attention en bas, repérer, je ne sais pas si vous voyez mieux que moi, oui vous voyez mieux que moi, repérer les critères implicites, subjectifs, qu'on entend, mais très très régulièrement, c'est à chaque fois qu'on est appelé pour voir un malade, et qui sont entendables, audibles, ils sont affectifs, et heureusement que la médecine l'est un peu, mais qui vont brouiller la réflexion et qui n'ont pas de valeur pronostique indépendante, du style « oui mais il est jeune, oui mais il n'a pas encore eu de chimio, oui mais c'est la première ligne, oui mais c'est iatrogène ». Tout ça, j'allais dire en multivarié, ça ne ressort pas. Je caricature un peu de façon pseudo-scientifique, mais c'est pas ça qui fait le pronostic du patient. Et à la rubrique jeune, par exemple, ce qui compte, c'est le nombre d'années qu'on a devant soi, pas le nombre d'années qu'on a derrière. Les critères d'aide à la décision en réanimation, alors très très rapidement, ce qui va... Deux idées reçues. Le pronostic oncologique n'a aucun ou très peu d'influence sur le pronostic à court terme. Évidemment, on va en tenir compte plus sur le pronostic à moyen et long terme, mais en réanimation, il influe peu. L'aplasie, la fameuse aplasie, oui, mais il est aplasique, il ne faut pas qu'il passe en réanimation, ou l'aplasie est imminente, donc il peut y aller. Non, toutes les études montrent qu'on se débrouille très très bien avec l'aplasie, y compris en réanimation. Les scores de gravité, grande marotte des réanimateurs pendant des années, ça ne sert à rien, y compris les scores de gravité spécifiques ou customisés, comme on dit, qui n'ont de valeur que collective pour décrire des populations et faire de la littérature, mais pas pour évaluer l'état clinique d'un patient en particulier. Donc ça, on saute. Les critères de la décision vus, donc là on a vu l'oncologie, on a vu les réanimateurs, le patient, et bien ça évidemment c'est juste majeur. Que sait-il? Qu'a-t-il compris? Et pour ça il va falloir prendre du temps, il va falloir l'avoir donné ce temps avant, et c'est une évaluation qui nécessite du tact et de la progressivité avec une stratégie de connivence, comme on dit. Donc, que sait-il de la curabilité ou de l'incurabilité de sa maladie, des objectifs des soins, de l'intensité proposée et de quid si échec? Qu'est-ce qu'il a dit à ses proches, aux soignants, aux médecins? Que souhaite-t-il?
réexplication, souhaite-t-il être très très actif ou au contraire passif dans les décisions médicales qui le concernent. Moi je suis un fervent défenseur et partisan de la proposition de décision médicale partagée. Je travaille un petit peu là-dessus avec des gens du Canada qui sont très en avance sur nous. Tous les patients ne le veulent pas, mais en tout cas, ça mérite d'être testé. Quelles sont les priorités, les projets de vie du patient et s'intègre-t-il donc dans le projet de soins qui est en train de voir le jour? Quelle information souhaite-t-il voir transmettre à ses proches? Est-il d'accord avec les propositions, etc. Que ne souhaite-t-il pas, évidemment? Et donc tracer tout ça dans le dossier médical. C'est pas simple, hein, c'est pas intuitif. C'est pas ça qu'on va trouver dans les observes faites par les oncologues. On va le trouver davantage dans les transmissions infirmières, mais c'est des choses qu'il faut véritablement essayer de colliger au maximum pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau au moment où le patient s'aggrave. Ça, je vais passer rapidement, mais évidemment, donc, ça va avec ce que je viens de dire là. Co-construire en partenariat avec le patient une proposition de soins adaptée. Donc, c'est le rôle de l'oncologue lors des consultations, d'une part, d'avoir un langage le plus transparent possible. C'est le rôle de chaque membre de l'équipe, et je vous dirai après, si on a un peu le temps dans la discussion, ce qu'on essaye de mettre en place en termes de RCP d'appui, je redéfinirai ça après, à Gustave Roussy. C'est très balbutiant, mais là où ça fonctionne, ça fonctionne. Le rôle souhaitable le plus souvent possible des soins de support et des soins palliatifs en amont, avec toutes les dimensions, hein, la douleur, le psychologue, le social, etc. Avoir des espaces de discussion, donc pas seulement les RCP d'organes, hein, pas la ressuscitation cardio-pulmonaire hein, que je connais aussi, mais les réunions de concertation pluridisciplinaires, mais au-delà simplement de l'oncologue plus le radiothérapeute plus le chirurgien, il y a une place à d'autres gens, encore faut-il effectivement pouvoir le faire, etc. Donc il y a toute une palette de choses qui sont possibles à utiliser. Alors, les éléments qui partent... Là, on a vu les critères. Maintenant, quels sont les éléments qui vont participer à la décision? Qui fait quoi? Et on a séparé, au fur et à mesure de l'élaboration de ce travail, deux moments. D'abord, l'anticipation d'une complication. Et puis, le deuxième moment sera le moment où survient la complication. Donc, quand on veut anticiper, eh bien, il faut que l'équipe d'oncologie ait recueilli les volontés du patient, j'y reviens pas, son état général. Ça doit être connu. Hein. Je ne veux pas savoir quand l'oncologue m'appelle uniquement oui, mais il vient d'être traité, on commence la chimiothérapie, mais je veux savoir dans quel état est le patient. Avoir une note de gueule, entre guillemets, c'est extrêmement important, mais également donc, tous les scores qui ont été donnés tout à l'heure, score ou pas score d'ailleurs, mais il a perdu des kilos, et il sort encore de chez lui, etc. Et puis une fourchette oncologique, quand même, que l'oncologue se mouille et nous dise voilà, la médiane est à temps, et non pas oui, il peut répondre, on commence la chimio, mais oui, mais voilà, avec ce que l'on sait, la médiane est à 1 an, donc ça veut dire que voilà. En cas de pronostic défavorable, il faut que l'oncologue ait pu préparer le patient et ses proches à ce pronostic. Donc ça, pareil, hein, vœu pieux, hein, très très compliqué de dire alors qu'on est en pleine phase de fighting spirit qu'il faut que éventuellement ça peut s'aggraver. Et puis pouvoir revisiter le projet de soins en fonction de ce pronostic. Et l'équipe d'oncologie doit, à la lumière de ça, pouvoir anticiper et tracer une gradation de soins. Et je vais vous montrer, je crois que c'est la diapo d'après, oui, la fiche d'aide à la décision qu'on a mise en place à Gustave Roussy qui fonctionne qu'à un cas, mais là aussi les choses s'améliorent. On a décliné 4 niveaux. L'équipe d'oncologie, quand je dis l'équipe d'oncologie, c'est au global, hein, le plus au global possible. Doit pouvoir dire, voilà, si le malade s'aggrave, prise en charge en réanimation a priori maximale, hein, c'est une induction de LA, c'est un Burkitt qui commence, c'est une tumeur germinale non séminomateuse avec des métastases plein le poumon, mais ça peut guérir. Donc là, il n'y a même pas à se poser de questions, le réanimateur, il n'a pas à moufter, si on l'appelle, il prend. Deuxième situation un peu plus verbale, en cas de réanimation, appel du réanimateur pour évaluer si oui ou non il y a intérêt à une prise en charge invasive. Donc là, c'est quand le pronostic est quand même oncologique et déjà un petit peu plus discutable. Troisième étape, ou troisième niveau, eh bien non.
même pas appel du réanimateur, enfin si éventuellement pour avis, mais pour discuter de faut-il l'asylixer, faut-il remplir, mais en tout cas pas pour l'admettre. Et donc c'est une prise en charge maximale en salle, donc le malade a droit à du remplissage, une déplétion, des antibiotiques, etc. Mais n'aura pas le droit à des techniques invasives. Et puis le dernier niveau, c'est, je pense que si le malade s'aggrave, eh bien, on met en charge un traitement palliatif strict de confort. Et dans ces cas-là, on fait, quand tout est bien fait, des prescriptions anticipées. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, alors là, je l'ai séparé en deux la feuille parce que sinon elle est trop grande, c'est une fiche d'aide à la décision qui doit être remplie à chaque arrivée de patient et revisitée à chaque modification de l'état du patient. Donc je ne décline pas trop, parce que faute de temps, cette première partie de diapo, où on donne quelques éléments de qui a décidé, quand, et quels sont les quelques éléments de situation clinique. Mais surtout, voilà, cette gradation des soins, on essaye de la mettre noir sur blanc. Elle n'est pas gravée dans le marbre, elle est rediscutable évidemment. Il ne faut pas se sentir prisonnier de ça. Il faut pouvoir sortir du carcan évidemment, parce que ce n'en est pas un, de quelque chose qui aura été coché mais qui serait aberrant. Mais ça peut permettre au moins d'être un tout petit peu moins démuni quand il est 3 heures du matin entre samedi et dimanche et qu'il n'y a plus personne de joignable. Lors de la survenue de la complication, qui fait quoi? Et là, on a défini ce que... alors, c'est pareil, hein, c'est le fruit d'une discussion avec, et d'une réflexion de longue date sur ce qu'on nous dit et ce que l'on nous demande et ce que nous, on demande, réanimateurs. Ce que l'oncologue doit pouvoir dire, là encore, il doit pouvoir... Donc là, encore une fois, on est au moment où le malade s'aggrave. On nous appelle, il est bleu ciel, il est en train de devenir bleu marine et on a besoin de savoir si on le refait rose ou pas. Quelles sont les volontés du patient, sa vision du parcours de soins, etc. Comment est-il préparé, lui, ses proches, à une aggravation? Est-ce qu'il savait des choses ou est-ce qu'il tombe de l'arbre? Quel est son état général? Quel est le pronostic du cancer? Là, on reprend les mêmes items hein, que tout à l'heure. Alors, premièrement, indépendamment de l'épisode aigu, et puis maintenant que l'épisode aigu survient, exemple, il a besoin de sel de platine et il fait une insuffisance rénale aiguë, est-ce que je vais pouvoir encore, alors que dans mon projet de soins, j'ai des sels de platine obligatoires à lui mettre, ou en tout cas très utiles, et qu'il va ressortir avec un rein moins fonctionnel, est-ce que ce qui se passe là ne va pas compromettre son projet de traitement? Ce qui n'est pas demandé à l'oncologue, c'est de nous dire mon malade il est à réanimer ou à ne pas réanimer. Il ne sait pas l'oncologue ce que c'est la réanimation. Donc, sauf évidemment en situation de fin de vie ou de refus exprimé du patient. Et on ne lui demande pas non plus de nous dire ce qu'il faut faire en réanimation. Du style, mais on entend régulièrement, oui, prends-le, mais pas de catécholamine. Ou prends-le, fais-lui de la VNI, mais l'intube pas. Ça, c'est à nous de voir. Nous, on sait quand ça marche ou quand ça ne marche pas, la VNI, l'oncologue, il ne sait pas. Ce que le réanimateur va évaluer avec l'oncologue, c'est les défaillances d'organes. Et là, on ne va pas redétailler tout le pronostic d'un malade d'oncologie en réanimation, mais c'est la nature des défaillances, leur nombre, leur cause, leur réversibilité. Vous allez voir qu'on va arriver très vite à l'arbre décisionnel qu'on a mis en place en fonction de ça. Et puis le pronostic est vital et fonctionnel, supposé post-réanimation. Parce qu'on a besoin de sortir le malade vivant, mais on a surtout besoin de le sortir sur ses pieds et pouvant avoir une vie conforme à une vie supposée correcte, en tout cas, ou supposée correcte en fonction des attentes du patient après la réanimation. Et donc ce que le réanimateur décidera finalement, après discussion avec le patient, lorsqu'il peut discuter, et sinon ses proches, personnes de confiance, etc., et l'oncologue, c'est admission dans tel ou tel secteur, réa lourde ou surveillance continue, par exemple, pour optimiser les soins, mais sans technique invasive, et donc les techniques à mettre en œuvre ou pas. Sachant que toujours en réanimation, il y a, et ça c'est extrêmement important, c'est des études, on avait publié ça nous en premier en 1997, montrait que l'évolution dans les premiers jours des scores, alors on avait utilisé les scores de gravité, mais en fait l'évolution tout simplement du malade, elle est cruciale pour voir quel virage on prend, hein, c'est un truisme, mais c'est quand même mesurable, et donc ça a abouti au concept développé notamment par l'équipe de Saint-Louis de ICU trial ou réanimation d'attente,
Quand on a un doute, quand on est en zone grise, on prend le patient, on réanime à fond, mais on réévalue toujours. Alors le moment de la réévaluation en général est estimé, longtemps on a dit J3, maintenant on dit plutôt J5. Il y a des débats, une étude assez récente, qui est plutôt une modélisation mathématique qui est sortie pour dire que c'était plutôt très tôt J1, J4 quand on avait une tumeur solide de mauvais pronostic et qu'il fallait attendre un petit peu plus quand on avait par exemple une hémopathie ou une tumeur solide de bon pronostic. En tout cas, il faut savoir se reposer la question après quelques jours de réanimation de la pertinence de la poursuite des soins. Alors on a établi, n'ayez pas peur de la diapo, je vais vite vous la simplifier. On a établi un algorithme qui n'est pas un algorithme avec des flèches. Enfin, après, on en a fait un avec des flèches parce que les gens aiment bien, mais ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en réa depuis maintenant pas mal d'années, depuis quelques années, que j'ai élaboré vraiment de façon progressive. Hein, c'est pas venu d'un coup. La première colonne, par exemple, ne s'est mise qu'à la fin. J'ai honte de le dire, mais elle ne s'est mise qu'à la fin. Vous remarquerez que dans cette colonne-là, enfin dans les 4 colonnes, la dernière c'est proposition, le cancer ne vient qu'en dernier. Pour arrêter de se faire entre guillemets enfumer par le pronostic oncologique, oui il est très bon, oui j'ai une chimio à proposer, oui on est en début de traitement, etc. Ce qui obscurcissait complètement le raisonnement des docteurs. Donc on a voulu revenir au basique et faire de la médecine générale. En regardant d'abord, en essayant de colliger tout ce qui était volonté du patient, directive anticipée, personne de confiance, en insistant sur les items de décision médicale partagée, de définition commune du projet de soins, des échanges continus entre le patient, ses proches, etc. Bref, et puis la traçabilité de tous ces éléments-là dans le dossier, essayer d'avoir déjà une température à travers soit ce qui est écrit, soit ce qui est transmis par l'équipe soignante de la position dans laquelle se situe le patient, qui est soit dans quelque chose de très très volontariste, ou au contraire plutôt déjà en rétention, quelqu'un qui déjà est éventuellement en refus de soins ou qui a signalé que ça y est, quoi, les derniers traitements avaient été très très difficiles et en remettre une couche, c'était juste pas possible. Donc ça, c'est la première chose à essayer d'évaluer. Évidemment, quand on est, encore une fois, 3 heures du matin, malade bleu marine un samedi soir, c'est très très compliqué d'arriver à colliger tout ça en temps réel, mais normalement, on doit pouvoir y arriver autant que possible. La deuxième chose qu'on regarde, c'est l'état général. On soulève le drap, on rentre dans la chambre, on dit bonjour, et souvent là, on voit déjà beaucoup de choses. Alors ça va de l'état général conservé, hein, pour résumer, le malade n'est pas dénutri ou très peu, il a un score OMS à pas beaucoup. Après il y a l'état général altéré, on a déjà un score OMS qui monte ou une dénutrition qui commence à s'installer de façon assez claire. Et puis une dernière catégorie tout en bas, l'état général grabataire, l'OMS 4, et là vous voyez que les cases derrière sont immédiatement noires, hein, non applicables et non admission. Mais si on est dans les 2 autres cases, eh bien, on regarde une troisième chose, qui est la réversibilité supposée de la maladie aiguë. C'est là que le réanimateur doit un peu se mouiller, et donc doit pouvoir dire si lui va pouvoir, en fonction de la défaillance hémodynamique, respiratoire, rénale, etc., à laquelle il est confronté, ou multiviscérale, eh bien, est-ce que c'est à l'évidence réversible, en tout cas selon toute probabilité? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que c'est réversible? Donc là, on a un petit peu moins de certitude. Ou est-ce que, franchement, on ne sait pas, ou on se dit, bon, peut-être, on a un doute entre progression lymphangite carcinomateuse ou immunotoxicité de l'immunothérapie pulmonaire, enfin, sur le poumon. Plouf, plouf. Donc là, on a des gros doutes. Donc on a ces trois grands niveaux, et vous voyez que l'algorithme va commencer à noircir des cases derrière. Même chose pour l'état général altéré, réversible à l'évidence, réversible probable ou réversible a priori pas. Et puis après on regarde le pronostic oncologique. Alors ne vous fixez pas sur les dates, hein, 3, 6 mois, ça a été longtemps débattu, on a mis il a fallu un moment dire quelque chose, donc on a mis pronostic carcino supérieur ou égal à 3-6 mois ou inférieur à 3 mois. Mais disons que si on a un malade qui est en état général conservé, qui a une défaillance aiguë réversible à l'évidence ou supposée réversible,
on ne réfléchit pas forcément au pronostic du cancer, ou en tout cas pas de façon prioritaire. On admet le patient, quitte à le réévaluer, quitte à, ce qu'on fera de toute façon, vers J5. Si en revanche le patient a une défaillance, une défaillance sur laquelle la réversibilité est très très douteuse, eh bien on va discuter en fonction du pronostic oncologique. Lorsqu'il est vraiment à très court terme, le patient ne sera probablement pas admis. Lorsque le pronostic carcinologique dépasse quelques mois, la discussion est permise. Quand on a un état général altéré, là vous voyez qu'on noircit un peu plus tôt, en tout cas on met des non-admissions un peu plus fréquentes. Réversibilité plus, là on admet de façon plutôt large. Et dès que, par contre, quand on est dans le supposé réversible, mais avec déjà un état général altéré, eh bien, le pronostic carcinologique va prendre du poids et on va éventuellement rentrer plutôt dans non-admission ou en tout cas une certaine discussion. Ça, c'est quelque chose que l'on fait, alors nous à Gustave, au quotidien. Pas très au quotidien en amont, malheureusement, ça devrait être le cas, hein, c'est fait pour, en théorie c'est ça le topo d'aujourd'hui. On le fait beaucoup par contre quand on réévalue le patient à J5, dire bon voilà on en est où, et on reprend les cases. On tourne la prescription, parce qu'on est en papier, et puis on écrit à la volée comme ça, colonne volonté du patient, colonne état général, colonne 1, puis on met des notes ou des plus, ou etc. Et on essaye de voir au final où on en est et si ça vaut la peine de continuer ou pas continuer la réanimation lourde. Encore une fois, c'est plutôt... Là aussi, hein, c'est comme la feuille d'aide à la décision. Les éléments de type procédure ou algorithme n'ont de valeur que s'ils s'inscrivent dans une culture. Et ce qu'on essaye de faire à travers ça, c'est de donner un chemin Oui, j'ai fini. Bah, c'est fini. De donner un chemin de réflexion plutôt que de donner des carcans qui seraient, une fois que c'est coché et on suit l'algorithme. Alors puisque algorithme il y avait, on a fait exactement le même sous forme comme ça, voilà, avec des flèches, etc. C'est pour faire très, très joli. Et cette diapo-là, j'ai remis toutes les diapos qui ont été faites au J2R de Nantes, mais j'ai changé un peu d'ordre pour certaines. Donc la réanimation, c'est soit fait pour traiter, soit fait pour prévenir une dégradation éventuelle. Mais l'objectif, c'est de retrouver ensuite un état général compatible avec une sortie de réanimation, puis de l'hôpital, puis une qualité de vie acceptable, avec, si possible, une reprise d'un traitement spécifique du cancer quand il est nécessaire, et un pronostic à moyen, voire long terme, pas trop défavorable. Derrière suivent, et on ne les détaille pas, une flopée de diapos que vous aurez, que je laisse ici. On a défini un certain nombre de choses d'ordre juridique, sur ça implique quoi de transférer, pas transférer, je ne détaille pas ça ici. On reparle de la loi Leonetti. Alors à l'époque c'était décembre 2015, donc on n'avait pas la loi de février 2016, mais elle ne dit pas forcément des choses monstrueusement différentes. Et puis on a mis des annexes avec des scores, etc. Une fiche SAMU, un exemple de fiche SAMU qui n'est pas inutile et dont on peut s'inspirer dans les différentes régions pour faire suivre l'information. Et puis, on a dit un mot des RCP d'appui, on en reparlera si vous voulez dans la discussion. C'est un mot qui a été inventé par Jean-Paul Vernant dans le rapport qui précède le plan cancer 3. C'est quelque chose à mon avis d'essentiel. Et de la biblio, et c'est fini.